Il y a des gens qui s'excusent pour des choses qu'ils n'ont jamais faites, qui expliquent en détail des décisions que personne n'a remises en question, qui évitent de regarder dans les yeux ceux qui leur parlent, comme si leur regard pouvait les trahir. Ce ne sont pas seulement des habitudes étranges, ce sont les signes d'une architecture psychologique invisible construite pendant l'enfance et jamais démantelée. Une femme entre dans la salle de réunion. Avant de s'asseoir, elle vérifie que la chaise est bien placée, que le verre d'eau est bien aligné, que sa présence ne dérange personne. Elle sourit préventivement. Quand quelqu'un lui pose une question simple sur le projet, elle ne répond pas directement. Elle explique d'abord pourquoi elle a choisi cette voie, puis elle justifie les alternatives qu'elle a écartées. Enfin, elle s'excuse si sa réponse n'était pas assez claire. Personne ne lui a demandé de justification. Personne ne l'a accusée de quoi que ce soit. Mais elle agit comme si elle était constamment jugée par un tribunal invisible. Et c'est le cas. Ce que cette femme porte en elle n'est pas une insécurité ordinaire. C'est quelque chose de plus structurel, de plus ancien. C'est le résultat d'années passées à vivre sous un regard qui transformait chaque geste en preuve d'inadéquation. Les enfants de parents narcissiques apprennent tôt qu'exister est un risque, qu'être vu peut signifier être puni, que leurs besoins, leurs opinions ou leurs limites sont des inconvénients qui doivent être constamment négociés, justifiés, minimisés. Et lorsque ces enfants grandissent, le père ou la mère narcissique n'est peut-être plus physiquement présent. Mais le conditionnement interne continue d'opérer. Le corps continue de réagir à des menaces qui n'existent plus. L'esprit continue d'essayer de résoudre un problème qui aurait déjà dû être réglé. Ces comportements, le réflexe de s'excuser, le fait d'éviter le contact visuel, le besoin d'expliquer à l'excès, le silence en groupe, l'incapacité à fixer des limites, ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des mécanismes de survie. C'est le langage non-verbal qu'un enfant a développé pour communiquer sa soumission, pour signaler qu'il ne représente aucun danger, pour éviter la colère imprévisible de ceux qui devraient le protéger. Mais ce qui fonctionnait comme un bouclier pendant l'enfance devient une prison à l'âge adulte, et la personne continue à répéter ces schémas sans se rendre compte qu'elle réagit à un foyer qu'elle a quitté depuis des années. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous utilisons pour interagir avec le monde. Pour la plupart des gens, la persona n'est qu'un rôle temporaire. Pour les enfants de parents narcissiques, la persona cesse d'être un masque et devient une identité à part entière. Le « moi » disparaît. Il ne reste que la fonction, l'enfant qui décide, qui anticipe, qui disparaît quand c'est nécessaire et qui agit quand on le lui demande. Et c'est là le coup caché qui est rarement mentionné. Il ne s'agit pas seulement de comportements dysfonctionnels, il s'agit de la perte d'accès à son vrai moi. La personne peut passer des décennies sans savoir qui elle est quand personne ne lui demande rien. Cette vidéo n'est pas une liste de symptômes pour que vous vous reconnaissiez et que vous vous apitoyiez sur votre sort. C'est une archéologie. Nous allons examiner pourquoi ces maniérismes existent, quelles fonctions ils remplissent, pourquoi ils persistent, même après que vous ayez quitté la maison, et ce qui se passe lorsque vous réalisez enfin que vous vivez une vie programmée par quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu. Car comprendre cela ne signifie pas blâmer vos parents. Il s'agit de reconnaître que vous portez en vous un langage que vous n'avez jamais choisi de parler, et qu'il existe une différence brutale entre la personne que vous avez été formé à être et celle que vous êtes réellement. Pourquoi une personne adulte, compétente et intelligente continue-t-elle à agir comme si elle était constamment en danger d'être rejetée? Pourquoi votre corps se bloque-t-il lorsque vous essayez simplement de dire non? Et que doit-il se passer pour que ces schémas perdent enfin leur emprise sur vous? Lorsqu'un enfant grandit dans un foyer où l'humeur de ses parents change sans prévenir, où un simple geste peut déclencher une tempête émotionnelle, il apprend quelque chose qu'aucun livre n'enseigne, le langage de l'anticipation. Ce n'est pas un langage fait de mots, c'est un langage fait de gestes, d'attitudes, de silence stratégique. C'est un système complet de communication non verbale qui n'a qu'un seul but, éviter la douleur. Et le corps apprend vite. Beaucoup plus vite que l'esprit ne peut le traiter consciemment. Pensez au réflexe de s'excuser. Ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la gentillesse, c'est un signe préventif. Excusez-moi devient un mot magique que l'enfant utilise pour désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi d'avoir besoin de quelque chose. Excusez-moi d'exister de manière inopportune. Et lorsque cet enfant devient adulte, le réflexe demeure. Elle s'excuse auprès du serveur qui lui a apporté la mauvaise commande.
Elle s'excuse auprès du conducteur qui lui a coupé la route dans la circulation. Elle s'excuse quand quelqu'un la bouscule. Le corps continue d'envoyer le signal de soumission à un danger qui n'existe plus, mais l'esprit ne le sait pas. Pour le système nerveux, la menace est éternelle, ou considérer l'évitement du contact visuel. Dans un foyer narcissique, regarder ses parents dans les yeux peut être interprété comme un défi, comme de l'insolence, comme de l'arrogance. L'enfant apprend qu'il est plus sûr de baisser les yeux, que disparaître visuellement réduit les chances de devenir une cible. Et cette stratégie fonctionne. Elle fonctionne si bien qu'elle devient automatique. Des décennies plus tard, lors d'une conversation au travail, la personne détourne le regard sans s'en rendre compte. Ce n'est pas de la timidité. C'est un ancien code qui fonctionne toujours. C'est le corps qui dit « Je ne suis pas une menace, vous pouvez m'ignorer ». Mais aujourd'hui, au lieu de protéger, cela communique de l'insécurité, un manque d'autorité. Et la personne le ressent mais ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose de fascinant dans ce décalage temporel. L'enfant qui baissait les yeux avait 5, 7, 10 ans. Mais l'adulte de 30 ou 40 ans continue à suivre le même protocole. C'est comme s'il existait une version figée de vous-même, qui vivait encore dans cette maison, qui répondait encore à ces règles, qui essayait encore de survivre à cet environnement. Et le plus troublant, c'est que cette version n'est pas un lointain souvenir. Elle est active. Elle prend des décisions à votre place. Elle commande votre corps dans des situations qui n'ont rien à voir avec le contexte d'origine. Vous pensez réagir au présent, mais vous réagissez à un passé qui n'a jamais été traité, qui n'a jamais été désactivé. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils forment un système cohérent, une grammaire de survie. Et chaque maniérisme a une fonction précise dans le contexte dans lequel il a été développé. Le problème, c'est que ce contexte a changé. La maison a changé. La personne est partie, mais le langage corporel n'a pas été mis à jour. C'est comme si vous continuiez à parler en code de guerre longtemps après la fin de la guerre. Et tout le monde autour de vous trouve cela étrange, car leur guerre n'a jamais commencé. Ils ne comprennent pas pourquoi vous agissez comme si vous étiez constamment attaqué, parce que pour vous, à un niveau profond et inconscient, l'attaque n'a jamais cessé. Jung disait que l'inconscient ne connaît pas le temps. Pour l'inconscient, tout est présent. L'enfant qui a appris à disparaître pour survivre n'a pas grandi. Il est toujours là, en vous, exécutant les mêmes protocoles. Et lorsque vous essayez de changer ses comportements par la force de votre volonté, je vais arrêter de m'excuser. Je vais regarder les gens dans les yeux. Vous essayez de reprogrammer un logiciel sans comprendre le système d'exploitation. C'est pourquoi le changement ne dure pas, parce que vous traitez le symptôme, pas la cause. Et la cause réside dans un endroit plus profond que ce que la décision consciente peut atteindre. Il existe une différence brutale entre le comportement appris et l'identité réelle. Mais pour ceux qui ont grandi dans un foyer narcissique, cette différence a été effacée. Les maniérismes ont cessé d'être des stratégies temporaires et sont devenus vous-même. Vous ne vous contentez pas de agir de manière soumise. Vous croyez que vous êtes soumis. Vous ne vous contentez pas d'éviter les conflits. Vous croyez que les conflits sont la fin du monde. Et cette fusion entre comportement et identité est ce qui rend la libération si difficile. Parce que se libérer de ces schémas revient pour le corps à se libérer de soi-même. Pensez à la façon dont cela fonctionne au quotidien. Vous êtes en réunion. Quelqu'un pose une question. Vous avez la réponse. Mais avant de parler, votre corps effectue une vérification complexe. Est-ce que quelqu'un va trouver cela arrogant ? Est-ce que votre réponse va paraître présomptueuse? Devriez-vous attendre que quelqu'un d'autre parle en premier? Tout cela se passe en quelques millisecondes, et la plupart du temps, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne ressentez que l'hésitation, la pression dans votre poitrine, la voix qui s'évanouit. Et vous vous dites, ce n'était pas important de toute façon, mais ça l'était. Vous avez simplement été réduit au silence par un système d'alarme qui fonctionne sans votre permission. Ou pensez à des situations sociales. Vous arrivez à une fête. Avant d'entrer, votre corps est déjà en train de faire des calculs. Où est-il sûr de rester? Qui semble accessible? Comment minimiser votre visibilité? Vous ne planifiez pas consciemment, mais votre corps sait. Il a appris depuis longtemps qu'occuper trop d'espace social est dangereux, que trop attirer l'attention peut entraîner l'humiliation. Alors vous restez en retrait. Vous parlez quand on vous pose directement des questions. Vous souriez de manière préventive. Et vous rentrez chez vous épuisé, sans comprendre pourquoi une simple fête semble être un travail émotionnel si intense. La vérité, c'est que vous cumulez 2 emplois simultanés. Le travail évident, la conversation, la réunion, l'événement social, et le travail invisible,
Gérez en permanence les protocoles de sécurité émotionnelle que votre enfance a mis en place. Ce deuxième travail consomme une énergie considérable, mais il est tellement automatique que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. Vous ne ressentez que la fatigue, le sentiment d'être toujours un peu décalé, un peu en décalage avec le monde qui vous entoure. Mais il y a quelque chose d'encore plus complexe qui se passe, car ces maniérismes ne sont pas seulement des signes de soumission, ils sont aussi des signes d'intelligence, d'adaptation créative à un environnement impossible. L'enfant qui a développé ces stratégies n'est pas faible, c'est un survivant. Le problème n'est pas qu'il ait créé ces mécanismes. Le problème, c'est que personne ne lui a jamais dit que la guerre était finie, et qu'exister sans code de guerre ne signifie pas la mort. Cela signifie pour la première fois la vie, mais il existe un schéma plus subtil qui est rarement perçu, et ce schéma révèle quelque chose de troublant sur la façon dont l'esprit enfantin résout l'impossible. Être aimé et rejeté par la même personne en même temps. Un enfant ne peut pas simplement disparaître, il a besoin de nourriture, de soins, d'un minimum d'attention pour survivre. Mais dans un foyer narcissique, avoir des besoins est dangereux. Prendre de la place est risqué. Avoir des besoins est gênant. L'enfant apprend alors une danse impossible. Disparaître suffisamment pour ne pas irriter, mais apparaître suffisamment pour ne pas être abandonné. Et cette danse crée l'un des schémas les plus dévastateurs de la vie adulte, l'incapacité à simplement exister sans négocier cette existence. Voyez le besoin de tout justifier. Quand quelqu'un demande « Tu pars plus tôt aujourd'hui ?» la réponse devrait être « oui ». Mais l'enfant adulte d'un narcissique ne répond pas ainsi. Il explique, il détaille la raison. Il énumère les tâches qui ont déjà été accomplies. Il anticipe les critiques possibles. Il construit un dossier juridique complet pour défendre un choix que personne n'a remis en question. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, chaque désir devait être justifié. Chaque besoin devait prouver qu'il méritait d'être satisfait. J'ai faim ne suffisait pas. Il fallait démontrer que l'on avait déjà attendu suffisamment longtemps, que l'on n'était pas égoïste, que l'on ne dérangeait pas trop. Et lorsque cela devient la norme, on perd la capacité de simplement vouloir quelque chose sans transformer ce désir en argument juridique. Cette sura-explication n'est pas une simple insécurité. C'est la preuve d'un système interne où vous devez constamment convaincre un juge invisible que vous avez le droit d'occuper de l'espace. Et le plus cruel, c'est que ce juge n'est jamais satisfait. Vous pouvez expliquer pendant des heures, vous pouvez construire l'argumentation parfaite, et pourtant le sentiment que vous devez vous justifier davantage persiste, parce que le problème n'a jamais été la qualité de votre explication. Le problème, c'est que vous avez intériorisé la voix de quelqu'un qui n'accepterait jamais vos besoins, quelle que soit la qualité de votre défense. Maintenant, observez comment cela se manifeste dans des situations quotidiennes. Quelqu'un vous propose son aide, quelque chose de simple. Vous voulez que je vous porte ça? La réponse naturelle serait « oui, merci » ou « non, merci ». Mais vous n'arrivez pas à répondre ainsi. Vous devez expliquer pourquoi vous acceptez ou pourquoi vous refusez. Vous devez prouver que vous n'êtes pas opportuniste si vous acceptez ou que vous n'êtes pas impoli si vous refusez. Un geste simple se transforme en une négociation complexe et la personne qui vous a proposé son aide est confuse, car pour elle, ce n'était qu'un simple geste. Pour vous, c'est un champ de mine de possibles interprétations erronées sur votre caractère. Et puis il y a l'autre côté de cette danse, le mutisme sélectif. Lorsqu'un enfant se rend compte que ses paroles n'ont pas d'importance, que ses opinions sont ignorées, que s'exprimer entraîne le ridicule ou la punition, il cesse de parler. Pas complètement, mais à des moments précis. En groupe surtout, parce que les groupes amplifient le risque. Si un parent narcissique est déjà imprévisible, imaginez plusieurs personnes dont vous ne pouvez pas contrôler les réactions. Il est plus sûr de disparaître, plus sûr d'observer, plus sûr de faire semblant de n'avoir rien à dire, même lorsque la conversation porte sur un sujet que vous connaissez bien. Ce silence n'est pas un choix, c'est un abandon. C'est ce qui arrive lorsqu'un enfant essaie à plusieurs reprises de communiquer quelque chose d'important et qu'il est systématiquement ignoré, corrigé ou ridiculisé. Finalement, il apprend que la communication ne fonctionne pas, que ses paroles n'ont aucun poids, qu'il vaut mieux économiser son énergie et ne pas essayer. Et quand il devient adulte, il assiste à des réunions, à des idées précieuses, mais ne parle pas. Il rationalise. Ce n'est pas le bon moment. Quelqu'un a sûrement déjà pensé à ça. Je me trompe probablement. Mais la vérité profonde est que son corps croit toujours que parler est inutile ou dangereux.
Il en résulte une forme particulière de solitude. On peut être entouré de gens et se sentir complètement seul. Parce que pour créer un véritable lien, il faut se montrer tel qu'on est. Et vous avez appris à ne pas vous dévoiler. Vous avez appris à n'offrir qu'une version éditée, sûre et inoffensive de qui vous êtes. Ainsi, les gens autour de vous connaissent votre rôle. Le collègue serviable, l'ami qui résout les problèmes, le fils qui ne cause jamais de soucis. Mais personne ne vous connaît. Et vous commencez à soupçonner qu'il n'y a peut-être pas de vous réel sous tout cela. Peut-être n'êtes-vous que votre rôle. Peut-être n'avez-vous rien de plus profond à montrer. Jung avait un concept pour cela. L'ombre. L'ombre n'est pas seulement les aspects négatifs que nous réprimons. C'est tout ce que nous avons été contraints de cacher pour être acceptés. Et pour l'enfant d'un narcissique, l'ombre contient des choses fondamentales. La colère, les besoins, les opinions. Même la joie parfois, car la joie pouvait être interprétée comme un manque de respect envers la souffrance théâtrale des parents. Alors vous apprenez à garder tout cela caché. Vous développez une persona, un masque, qui ne montre que ce qu'il est sûr de montrer. Le problème, c'est qu'avec le temps, vous oubliez que c'est un masque. Vous pensez que c'est vous, la personne calme, complaisante, qui ne dérange jamais. Et tout ce qui est réel, vibrant, vrai, reste prisonnier de l'ombre, inaccessible même à vous-même. Mais le plus dérangeant, c'est quand cette danse entre disparaître et apparaître cesse d'être une stratégie et devient une identité. Quand vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de cette négociation constante. Quand la seule façon que vous connaissez pour interagir avec les autres est à travers votre fonction. Être utile, résoudre des problèmes, anticiper les besoins. Parce que si vous n'êtes pas utile, pourquoi quelqu'un tolérerait-il votre présence? Cette question est si profondément ancrée qu'elle ne semble même pas être une question. Elle semble être une vérité absolue. Pensez à la façon dont cela affecte les relations intimes. Quelqu'un s'approche de vous de manière sincère. Il veut vraiment vous connaître. Il vous pose des questions personnelles et vous vous bloquez. Parce qu'une relation intime exige de la vulnérabilité. Elle exige que vous montriez des aspects qui ne sont pas fonctionnels. Des aspects confus, contradictoires, imparfaits. Et vous ne savez pas comment faire cela. Vous ne savez qu'être utile. Vous transformez donc la relation en transaction. Vous résolvez les problèmes de la personne. Vous anticipez ses besoins. Vous devenez indispensable grâce à votre fonction. Et lorsque la personne insiste pour vous connaître au-delà de cela, vous vous sentez exposé, menacé. Comme si vous étiez forcé de montrer quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là que le concept jungien de persona révèle sa cruauté. La persona devrait être un outil, quelque chose que vous enfilez quand c'est nécessaire et que vous retirez quand vous rentrez chez vous. Mais pour ceux qui ont grandi en devant négocier leur existence, la persona cesse d'être un outil et devient une armure permanente. Vous ne la retirez pas chez vous. Vous n'avez pas de chez vous psychologique. Vous êtes toujours en train de jouer un rôle, toujours en train de prouver votre valeur. Vous justifiez toujours l'espace que vous occupez, et cette vigilance constante est épuisante. Mais vous ne vous rendez pas compte de cet épuisement, car vous n'avez jamais connu d'autre façon d'exister. Alors, que se passe-t-il lorsque cette persona armure commence à se fissurer? Lorsque les maniérismes qui vous ont protégé pendant si longtemps commencent à coûter plus cher qu'ils ne protègent. Quelque chose de crucial dans la psyché se fragmente, et c'est dans cette fragmentation que réside la possibilité de quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi là que réside la terreur. Il y a un moment précis dans la vie de ceux qui ont grandi dans un foyer narcissique où quelque chose de silencieux se produit. Le masque que l'enfant a mis pour survivre, la version éditée, sûre et fonctionnelle de lui-même, cesse d'être une stratégie temporaire et devient la seule identité disponible. Jung appelait cela l'identification à la persona. Et pour la plupart des gens, c'est un risque occasionnel. Pour les enfants de narcissiques, c'est pratiquement inévitable. Parce que lorsque vous devez négocier votre existence dès votre plus jeune âge, lorsque chaque interaction vous oblige à moduler qui vous êtes pour ne pas être puni, la frontière entre qui je prétends être et qui je suis disparaît complètement. L'enfant fonctionnel en est un parfait exemple. Il résout les problèmes, il anticipe les besoins, il prend soin de ses parents sur le plan émotionnel, il arbitre les conflits entre frères et sœurs. Il fait fonctionner la maison lorsque le chaos narcissique menace de tout faire exploser. Au début, c'est un rôle. C'est quelque chose qu'il fait pour réduire la tension, pour gagner quelques miettes d'approbation, pour créer un sentiment de contrôle dans un environnement totalement hors de contrôle. Mais avec le temps, ce rôle cesse d'être quelque chose qu'elle joue
et devient quelque chose qu'elle est. Je suis celle qui résout les problèmes. Je suis celle qui maintient tout ensemble. Je suis celle qui n'abandonne jamais. Et lorsque cela se cristallise, quelque chose de dévastateur se produit. Vous perdez l'accès à toute version de vous-même qui n'est pas au service d'une autre personne. Jung disait que le processus d'individuation, devenir véritablement soi-même, exige que vous fassiez la différence entre la persona et le soi. La persona est l'interface sociale. Le soi est le véritable centre de votre psyché. Mais pour faire cette distinction, vous devez d'abord reconnaître qu'il existe quelque chose au-delà du masque. Et c'est exactement ce que l'enfant narcissique ne parvient pas à faire. Parce que le masque a été construit si tôt, si complètement, qu'il ne reste aucune référence interne à qui vous seriez sans lui. Vous ne cachez pas votre vrai moi derrière la persona. Vous ne savez sincèrement pas s'il existe un vrai moi là-dessous. Pensez au schéma consistant à être celui qui arrange tout, celui qui résout toujours les problèmes des autres. Ce n'est pas de la générosité, c'est une transaction. C'est la façon dont vous avez appris à avoir de la valeur. Parce que dans un foyer narcissique, vous n'aviez aucune valeur intrinsèque. Vous n'étiez pas aimé simplement parce que vous existiez. Vous étiez toléré dans la mesure où vous étiez utile. Vous êtes donc devenu indispensable grâce à cette fonction. Et cela a fonctionné. Cela a assuré votre survie émotionnelle. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, vous ne pouvez plus être dans une relation sans automatiquement assumer le rôle de celui qui résout les problèmes. Quelqu'un mentionne un problème et votre corps se met déjà en mouvement. Vous ne demandez pas si la personne veut de l'aide. Vous ne vérifiez pas si le problème vous concerne. Vous vous lancez simplement, parce que toute votre identité est liée au fait d'être nécessaire grâce à la solution. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un n'a pas besoin que vous résolviez le problème? Lorsque quelqu'un a ses propres ressources, ses propres solutions, vous vous sentez inutile, menacé, comme si votre présence n'avait plus de raison d'être. Parce que si vous ne résolvez pas le problème, qui êtes-vous? Cette question révèle tout le piège de l'identification à la persona. Vous avez construit toute une identité basée sur une fonction externe. Et lorsque cette fonction n'est plus nécessaire, vous avez l'impression d'avoir cessé d'exister. Maintenant, observez comment cela affecte les limites. Établir une limite exige que vous sachiez où vous vous arrêtez et où l'autre commence. Cela exige que vous sachiez ce qui est votre problème et ce qui est le problème de l'autre. Mais si votre identité est de résoudre les problèmes des autres, établir une limite semble être une trahison. Cela semble égoïste. Cela ressemble à un abandon de votre fonction essentielle. Vous ne fixez donc pas de limites. Ou vous les fixez trop tard. Ou vous les fixez d'une manière si confuse et culpabilisante que personne ne les prend au sérieux. Et lorsque quelqu'un franchit inévitablement vos limites, vous ressentez de la colère. Mais la colère est immédiatement suivie de culpabilité. Car comment pouvez-vous être en colère contre quelqu'un qui fait exactement ce que votre fonction lui permet de faire? Vous utilisez. Jung parlait également du concept d'ombre, tout ce que vous devez réprimer pour que votre persona continue de fonctionner. Et pour l'enfant d'un narcissique qui est devenu le fonctionnel, l'ombre contient des choses surprenantes. La paresse, un égoïsme sain, la capacité de dire non sans se justifier, la liberté de ne pas se soucier d'un problème qui n'est pas le vôtre, la permission de se reposer sans produire de valeur. Tout cela a été jeté dans l'ombre parce que cela menaçait la persona qui vous protégeait. Mais ce ne sont pas de mauvais traits de caractère. Ce sont des traits humains, et les réprimer ne les élimine pas. Cela garantit seulement que lorsqu'ils finissent par apparaître, ils apparaissent déformés, hors de contrôle, chargés de culpabilité et de honte. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans les relations intimes. Vous attirez des personnes qui ont besoin de quelqu'un pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas une coïncidence. Vous émettez un signal constant. J'existe pour être utile. Et les personnes qui ont des besoins intenses captent immédiatement ce signal. Au début, cela ressemble à une connexion. Cela ressemble à de l'intimité. Vous êtes nécessaire. Quelqu'un vous voit enfin. Mais ce que cette personne voit, ce n'est pas vous. C'est votre fonction. Et lorsque vous finissez par vous lasser, car être la fonction émotionnelle de quelqu'un est épuisant, vous ne savez pas comment vous en sortir sans avoir l'impression de détruire la relation. Car toute la relation a été construite sur le fait que vous êtes celui qui résout les problèmes. Enlever cela, c'est enlever les fondations. Et il y a une peur encore plus profonde sous-jacente. Si vous cessez d'être celui qui résout les problèmes, qui prend soin, qui anticipe, qui n'abandonne jamais, si vous supprimez toute cette structure fonctionnelle, que reste-t-il? Cette question est terrifiante. Car la réponse honnête,
pour de nombreux enfants adultes de narcissiques est « je ne sais pas ». Vous avez passé tellement de temps à être là pour les autres que vous n'avez jamais développé un sens interne de qui vous êtes pour vous-même. Vos préférences sont basées sur ce qui met les autres à l'aise. Vos loisirs sont des activités que vous pouvez pratiquer seul sans déranger personne. Vos rêves, s'ils existent encore, sont des versions sûres, éditées, qui ne décevront personne. Jung disait que l'individuation est douloureuse parce qu'elle exige que vous trahissiez les attentes que les autres ont à votre égard. Et pour ceux qui ont passé toute leur vie à gérer les attentes, cela ressemble à une mort psychologique. Car si vous n'êtes pas le fils qui résout les problèmes, l'ami qui prend soin des autres, le collègue qui ne se plaint jamais, qui êtes-vous? Et la réponse ne vient pas immédiatement. Elle doit être construite. Et pour la construire, vous devez supporter le vide, la désorientation, la terreur d'exister sans fonction. Vous devez affronter la possibilité que vous ne soyez peut-être pas naturellement aussi utile, aussi altruiste, aussi fonctionnel que vous l'avez toujours présenté, et que tout va bien. Mais accepter cela signifie affronter quelque chose d'encore plus inconfortable. Cela signifie reconnaître que vous avez des besoins, des désirs, des limites, de la colère, un égoïsme sain. Cela signifie admettre que vous ne voulez pas résoudre les problèmes de tout le monde, que parfois vous êtes fatigué, que parfois vous voulez qu'on prenne soin de vous. Et pour quelqu'un dont toute l'identité a été construite sur le fait de ne jamais avoir besoin, de ne jamais demander, de ne jamais décevoir, reconnaître ses propres besoins semble être une faiblesse intolérable. Alors vous continuez, vous gardez votre masque, vous continuez à résoudre les problèmes, vous continuez à anticiper, vous continuez à justifier votre existence par votre utilité. Mais quelque chose est en train de changer. L'armure devient lourde. Les maniérismes qui vous protégeaient commencent à vous étouffer. Et à un moment donné, vous réalisez que vous ne protégez plus rien. Vous êtes simplement prisonnier d'une version de vous-même qui n'a jamais été réelle. Et lorsque vous vous en rendez enfin compte, lorsque l'illusion de la persona comme identité commence à se fissurer, ce qui suit n'est pas un soulagement immédiat. C'est une crise, parce que la persona n'est pas seulement un masque, c'est une structure. C'est la façon dont vous avez organisé toute votre vie. Et lorsqu'elle commence à s'effondrer, vous ne savez pas comment vous soutenir sans elle. Voici une vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Vos comportements conscients ne sont que la surface. Sous ceux-ci opère un système beaucoup plus ancien, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, le système nerveux. Et le système nerveux ne comprend pas que vous avez quitté la maison. Il ne comprend pas que vos parents ne sont plus aux commandes. Il ne comprend pas que le danger est passé. Il continue à fonctionner comme si la menace était permanente, comme si, à tout moment, quelqu'un pouvait exploser, comme si vous deviez encore être constamment en mode défense. C'est pourquoi essayer de changer les comportements par une décision consciente fonctionne rarement, parce que vous essayez de reprogrammer votre cerveau alors que votre corps continue de vivre en état de guerre. Pensez à l'hypervigilance. Vous entrez dans une pièce et vous scannez immédiatement l'environnement. Qui est tendu? Qui est à l'aise? Où se trouvent les sorties? Quelle est l'ambiance générale? Vous le faites sans y penser. C'est automatique et vous pensez que c'est de la sensibilité, que vous êtes simplement une personne attentive. Mais ce n'est pas de la sensibilité. C'est un système d'alarme qui n'a jamais été désactivé, parce que dans la maison narcissique, ne pas prêter attention aux signes subtils de changement d'humeur pouvait entraîner une explosion émotionnelle. Vous avez donc développé un radar sophistiqué. Vous avez appris à détecter la tension avant qu'elle ne se manifeste complètement. Et cela vous a sauvé. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, votre corps continue à effectuer ce balayage constant. Et cela vous épuise, parce que vous n'êtes jamais vraiment détendu. Vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. Vous êtes toujours en alerte, toujours prêt à réagir. C'est de là que vient votre réactivité émotionnelle. Quelqu'un fait une remarque légèrement critique et vous avez l'impression d'être attaqué. Quelqu'un élève le ton et votre corps est déjà en mode fuite ou paralysie. Ce n'est pas que vous soyez faible, ce n'est pas que vous soyez dramatique. C'est que votre système nerveux a été calibré pour répondre à des menaces subtiles, comme s'il s'agissait de menaces de vie ou de mort. Parce que dans votre enfance, c'était souvent le cas. Un regard de travers de la part de votre père narcissique pouvait signifier des heures de punition émotionnelle. Un ton de voix particulier de votre mère pouvait indiquer que vous alliez être victime d'une humiliation publique. Votre corps a donc appris à réagir rapidement. Il a appris qu'hésiter est dangereux. Il a appris qu'il vaut mieux surestimer une menace que la sous-estimer.
Et maintenant, vous portez ce système d'alarme hypersensible dans tous les contextes, même ceux qui sont objectivement sûrs. Et c'est là que réside le problème central. Vous ne pouvez pas raisonner avec votre système nerveux. Vous pouvez savoir intellectuellement que la situation est sûre. Vous pouvez vous répéter « ce n'est pas ma maison, cette personne n'est pas mon père, je suis en sécurité maintenant ». Mais votre corps n'y croit pas, parce que le corps fonctionne par défaut, pas par logique. Et le défaut a été établi il y a longtemps. Des milliers de répétitions tout au long de l'enfance. Votre système nerveux a été entraîné comme on entraîne un muscle. Et maintenant, il fonctionne automatiquement. Vous pouvez donc être dans une conversation ordinaire, avec une personne sûre, dans un environnement neutre, et ressentir malgré tout une oppression dans la poitrine, un essoufflement, le besoin de fuir ou de vous défendre. Et vous vous détestez pour cela. Parce que rationnellement, vous savez que cela n'a pas de sens. Mais somatiquement, au niveau du corps, cela a tout son sens. Jung ne parlait pas explicitement de traumatisme somatique, mais il comprenait que l'inconscient se manifeste à travers le corps, que les symptômes physiques, les tensions chroniques, les schémas de maladie, sont des moyens pour le psychisme de communiquer ce que l'esprit conscient ne veut pas voir. Et pour les enfants de narcissiques, le corps crie. Maux de tête chroniques, tension dans les épaules, problèmes digestifs, insomnie, crise d'angoisse. Tous ces symptômes sont ceux d'un système nerveux qui n'est jamais sorti du mode urgence, qui continue à pomper du cortisol comme si le danger était constant, qui n'a jamais eu le droit de se détendre, de sentir que le monde est sûr, d'avoir confiance que demain n'apportera pas de nouvelles menaces. Ajoutez à cela les maniérismes dont nous avons parlé. Le réflexe de s'excuser n'est pas seulement une habitude sociale, c'est la réponse du système nerveux qui tente de désamorcer une menace perçue. Éviter le contact visuel n'est pas seulement de la timidité, c'est une stratégie pour ne pas devenir une cible. La surexplication n'est pas seulement de l'insécurité, c'est une tentative de contrôler le récit avant que quelqu'un n'en construise une version hostile. Tous ces comportements sont ancrés dans l'activation somatique, dans des sensations corporelles qui se déclenchent automatiquement lorsque certains contextes apparaissent. Et vous pouvez décider consciemment « je ne m'excuserai plus pour tout ». Mais lorsque la situation réelle se présente, le corps réagit en premier. Et l'excuse sort de votre bouche avant même que votre décision consciente n'ait le temps d'opérer. C'est pourquoi l'auto-assistance traditionnelle échoue autant avec les enfants de narcissiques. Parce que l'auto-assistance suppose que vous avez accès au contrôle conscient de vos comportements. Elle suppose qu'il suffit de comprendre le schéma et de décider de changer. Mais un traumatisme complexe lié au développement ne fonctionne pas ainsi, parce que le problème ne se situe pas seulement dans l'esprit. Il se situe dans le système nerveux. Il se situe dans les connexions neuronales qui se sont formées lorsque vous aviez 5, 7, 10 ans. Il se trouve dans la mémoire implicite du corps, qui n'est pas accessible par le raisonnement logique. Et il y a là un cruel paradoxe. Les comportements qui vous ont protégé dans votre enfance sont exactement ceux qui vous emprisonnent dans votre vie d'adulte. S'excuser préventivement évitait les explosions de colère de vos parents. Aujourd'hui, cela vous fait paraître peu sûr de vous et sans autorité. Éviter les conflits vous maintenait en sécurité. Aujourd'hui, cela vous empêche de défendre vos intérêts légitimes. Anticiper les besoins des autres vous donnait un certain sentiment de contrôle. Aujourd'hui, cela fait de vous un paillasson émotionnel. Ce qui fonctionnait alors vous sabote aujourd'hui. Mais votre corps ne le sait pas. Votre corps sait seulement « cela m'a maintenu en vie » et il continue à exécuter les mêmes protocoles, car du point de vue du système nerveux, rester en vie est la seule priorité. Alors que faut-il faire? Vous devez apprendre à votre corps que le danger est passé. Et ce n'est pas un processus mental, c'est un processus somatique. Cela exige que vous créiez de nouvelles expériences qui contredisent l'ancien schéma. Cela exige que vous pratiquiez la sécurité de manière répétée jusqu'à ce que votre corps commence à y croire. Cela exige que vous tolériez la sensation d'inconfort qui survient lorsque vous agissez différemment du schéma habituel. Car votre système nerveux interprétera tout changement comme une menace. Il déclenchera toutes les alarmes. Il essaiera de vous forcer à revenir à un comportement familier, car un comportement familier est un comportement sûr, même s'il est dysfonctionnel. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, car il ne s'agit pas seulement de reprogrammer des réponses automatiques. Il s'agit de reconnaître que vous n'avez jamais eu la chance de développer un sentiment interne de sécurité. La sécurité de base, le sentiment que le monde est fondamentalement un endroit où vous pouvez exister
sans avoir à prouver constamment votre valeur ou à éviter les punitions, est quelque chose qui se développe dans les premières années de la vie. Et vous n'avez pas eu cela. Vous avez eu le contraire. Vous avez eu de l'imprévisibilité. Vous avez eu des punitions émotionnelles sans logique claire. Vous avez eu un amour conditionnel basé sur la performance. Vous n'avez donc jamais développé la capacité de vous sentir en sécurité simplement en existant. Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous reconnaissez que votre corps vit dans une réalité qui n'existe plus, quelque chose change. Cela ne guérit pas instantanément, mais cela ouvre une porte. Car vous pouvez désormais commencer à faire la différence entre ce qui est une réponse réelle au présent et ce qui est un écho du passé. Et cette différenciation est la première étape pour désactiver les schémas qui vous emprisonnent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous reconnaissez ces schémas en vous-même, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous continuer à porter un système de défense qui ne sert plus son objectif initial? Car c'est ce qui se passe. Vous vivez comme si la guerre était toujours en cours. Et tant que vous ne le reconnaîtrez pas, tant que vous ne commencerez pas à désactiver consciemment ces fausses alertes, vous continuerez à être épuisé, vous continuerez à réagir à des fantômes, vous continuerez à être prisonnier de comportements que vous n'avez pas choisis, mais qui vous choisissent chaque jour. Et ce n'est pas le destin, c'est un schéma. Et les schémas peuvent être modifiés. Mais d'abord, ils doivent être identifiés. Mais reconnaître que vous êtes prisonnier d'anciens schémas soulève une question encore plus troublante. Si tout ce que vous faites, ressentez et croyez à propos de vous-même a été programmé par une enfance qui ne vous a jamais vraiment vu tel que vous êtes, qui êtes-vous vraiment? Il y a une question que les enfants adultes de narcissiques évitent de poser parce que la réponse est terrifiante. Qui suis-je quand je ne suis pas utile? Quand je ne résous pas de problème? Quand je n'anticipe pas? Quand je ne joue pas le rôle qui met tout le monde à l'aise? La question semble simple. Mais pour ceux qui ont passé toute leur vie à négocier leur existence à travers leurs fonctions, la réponse n'existe pas. Parce que vous n'avez jamais eu le droit de le découvrir. Vous n'avez jamais eu l'espace pour expérimenter, vous tromper, explorer des versions de vous-même qui ne servaient pas un objectif extérieur. Et maintenant, des décennies plus tard, vous êtes coincé dans une vie qui semble être la vôtre, mais qui a été entièrement construite sur ce que les autres avaient besoin que vous soyez. Jung appelait le processus d'individuation « devenir qui vous êtes vraiment ». Mais il savait aussi que la plupart des gens ne le font jamais. La plupart vivent et meurent en étant des versions éditées, socialement acceptables et fonctionnellement utiles d'eux-mêmes. Et pour les personnes ayant eu une enfance raisonnablement saine, c'est une triste limitation. Pour les enfants de narcissiques, c'est une tragédie totale, parce que vous n'avez même pas la version éditée, vous n'avez que la fonction. Et lorsque la fonction échoue, lorsque personne n'a plus besoin de vous, lorsque vous ne pouvez plus anticiper, lorsque votre corps abandonne finalement la performance, vous ne trouvez pas de moi en dessous, vous trouvez le vide, la désorientation, la terreur existentielle. Pensez à la façon dont cela se manifeste dans la vie pratique. Quelqu'un vous demande « Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ?» et vous bloquez. Parce que vos activités sont toutes solitaires, sûres, elles ne dérangent personne. Lire, regarder des séries, marcher seul. Rien qui vous oblige à affirmer une préférence qui pourrait entrer en conflit avec celle des autres. Rien qui révèle qui vous êtes au-delà de la fonction. Ou quelqu'un vous demande « Quel est votre rêve ?» et vous donnez une version sûre, édulcorée. Quelque chose qui semble ambitieux, mais qui ne menace personne. Quelque chose que vos parents approuveraient. Quelque chose qui ne décevra pas des attentes dont vous ne savez même plus à qui elles appartiennent. Parce que vos vrais rêves, s'ils existent encore, ont été étouffés depuis si longtemps que vous ne vous souvenez même plus comment y accéder. Et cela s'accompagne d'une peur particulière. La peur que si vous retirez votre masque, si vous abandonnez votre fonction, vous découvriez qu'il n'y a rien en dessous. Que vous êtes en fait vide, sans véritable personnalité, sans désir authentique, juste un ensemble de réponses programmées. Et cette peur n'est pas irrationnelle, car pour construire un moi authentique, vous devez avoir vécu des expériences où vous avez été vu, validé, accepté pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites. Et vous n'avez pas vécu cela, vous avez vécu le contraire. Vous n'avez été accepté que lorsque vous avez bien joué votre rôle. Lorsque vous étiez utile, lorsque vous ne dérangiez pas. Alors l'idée d'exister sans jouer un rôle ressemble à une annihilation. Ajoutez à cela la difficulté d'établir des limites. Les limites exigent que vous sachiez où vous vous arrêtez et où l'autre commence. Elles exigent que vous fassiez la différence entre « c'est mon problème » et « c'est leur problème ».
Mais si vous n'avez jamais développé un sens clair de vous-même, si vous n'existez qu'en fonction des besoins des autres, comment établir des limites? Vous ne savez pas où se trouve la ligne. Vous absorbez les problèmes des autres comme s'ils étaient les vôtres. Vous ressentez leurs émotions comme si elles étaient les vôtres. Et quand quelqu'un franchit ce qui devrait être votre limite, vous ressentez de la confusion, pas une colère claire, mais de la confusion. Parce qu'une partie de vous sait que quelque chose ne va pas, mais une autre partie n'a pas de référence interne de ce qui serait juste. Jung disait que le moi authentique n'est pas quelque chose que vous inventez, c'est quelque chose que vous découvrez. C'est quelque chose qui était déjà là attendant d'être reconnu. Mais pour les enfants de narcissiques, ce processus de découverte exige que vous défassiez d'abord des couches et des couches de programmation. Il exige que vous remettiez en question tout ce que vous pensez savoir sur vous-même, parce que la majeure partie de ce que vous appelez « moi » est en fait une stratégie de survie déguisée en identité. « Je suis patient » peut signifier « j'ai appris que réagir était dangereux ». « Je suis serviable » peut signifier « je n'ai de valeur que lorsque je suis utile ». « Je m'en fiche » peut signifier « j'ai appris à ne rien vouloir » parce que vouloir entraînait la déception. Et il y a une conséquence spécifique à cette perte de soi qui est rarement mentionnée. Vous attirez des relations qui renforcent votre manque d'identité, parce que vous émettez un signal constant. Je ne sais pas qui je suis, alors dites-moi qui vous avez besoin que je sois. Et les personnes qui ont besoin de quelqu'un de malléable, de quelqu'un qui ne les confrontera pas, de quelqu'un qui s'adaptera à l'infini, captent immédiatement ce signal. Au début, cela semble être une compatibilité. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais ce que cette personne comprend, ce n'est pas vous. C'est votre disponibilité à être modelée. Et vous vous engagez dans la relation en pensant avoir enfin trouvé une connexion. Mais ce que vous avez trouvé, c'est un autre contexte où vous devez jouer un rôle pour être accepté. Et le schéma se répète. Ou bien vous attirez le contraire. Des personnes très affirmées, très assertives, qui vous diront exactement qui vous devriez être. Et vous vous sentez soulagé. Parce qu'enfin, quelqu'un vous donne une direction. Quelqu'un résout le problème de votre indéfinition. Mais ce que vous faites, c'est externaliser votre individuation. Vous laissez quelqu'un d'autre définir vos valeurs, vos limites, vos choix. Et cela fonctionne pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez simplement troqué une prison contre une autre, que vous continuez à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Seulement maintenant, au lieu de vivre la vie que vos parents ont programmée pour vous, vous vivez la vie que votre partenaire, votre patron, vos amis ont déterminée. Jung parlait également du sentiment de vivre une vie non vécue, le sentiment de faire les gestes, de répondre aux attentes, de fonctionner correctement mais sans jamais vraiment vivre, sans jamais vraiment sentir que cette vie est la vôtre. Et pour les enfants de narcissiques, ce sentiment n'est pas une mélancolie philosophique, c'est une réalité concrète. Vous vivez littéralement une vie qui a été construite sur les besoins des autres, sur le fait d'éviter les conflits, sur le fait de prouver votre valeur, sur le fait de ne jamais décevoir. Et à un moment donné, vous regardez autour de vous et vous réalisez « cette maison n'est pas mon choix, ce travail n'est pas ma passion, ces relations ne reflètent pas qui je suis ». Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous savez seulement qui vous deviez être pour survivre. Et voici le paradoxe ultime. Pour trouver votre moi authentique, vous devez abandonner votre persona. Mais abandonner votre persona semble être une trahison. Cela ressemble à de l'ingratitude, cela ressemble à de l'égoïsme, parce que le personnage a été construit pour plaire, pour ne pas décevoir, pour que tout le monde se sente à l'aise. Et lorsque vous commencez à remettre cela en question, lorsque vous commencez à faire passer vos besoins en premier, lorsque vous commencez à dire non sans vous justifier, les gens autour de vous réagissent. Et ils ne réagissent pas bien, parce que vous avez changé les règles du jeu. Vous n'êtes plus disponible pour être modelé. Et cela menace toutes les relations qui ont été construites sur votre disponibilité infinie. Mais le plus effrayant n'est pas la réaction des autres, c'est votre propre réaction interne. Parce que lorsque vous essayez d'agir différemment, lorsque vous essayez d'affirmer une préférence, d'établir une limite, de donner la priorité à un de vos besoins, une voix interne vous punit immédiatement. Pour qui te prends-tu? Tu es égoïste. Tu vas décevoir tout le monde. Tu ne mérites pas ça. Et cette voix n'est pas la tienne. C'est la voix intériorisée de tes parents. C'est le critique interne qui s'est installé depuis si longtemps que tu penses que c'est ta conscience. Mais ce n'est pas le cas. C'est le gardien de la prison. C'est le mécanisme qui garantit que tu ne t'échapperas jamais de la programmation d'origine. Alors, que se passe-t-il lorsque vous reconnaissez enfin tout cela?
Lorsque vous réalisez que vous vivez une vie que vous n'avez pas choisie, basée sur une identité qui n'est pas réelle, en réponse à des voix qui ne sont pas les vôtres. Que se passe-t-il lorsque l'illusion que vous contrôlez tout s'effondre enfin? Il y a un moment précis dans la vie de nombreux enfants adultes de narcissiques qui est rarement reconnu pour ce qu'il est réellement. Ce n'est pas un effondrement dramatique, ce n'est pas une hospitalisation ou une crise que tout le monde voit. C'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, de plus insidieux. C'est quand vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus jouer le rôle de la version fonctionnelle de vous-même. Vous ne pouvez plus anticiper les besoins. Vous ne pouvez plus sourire préventivement, justifier des décisions, résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Le système qui vous a permis de fonctionner pendant des décennies s'arrête tout simplement. Et ce qui suit n'est pas un soulagement, c'est de la terreur pure. Car maintenir cette armure a un coût brutal, mais l'abandonner semble être une annihilation. Et vous êtes pris au piège dans cette impasse impossible. Continuer est insupportable, mais s'arrêter semble être la mort. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens entrent dans une crise d'identité que personne autour d'eux ne comprend. Parce que vu de l'extérieur, vous semblez bien. Vous avez une vie fonctionnelle, un travail, des relations, des responsabilités que vous assumez. Mais à l'intérieur, vous vous effondrez. Parce que vous avez finalement réalisé que rien de tout cela n'est réel, que vous avez construit toute votre vie sur des fondations fausses, et maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas le voir. Pensez à ce qui se passe lorsque vous cessez d'être celui qui résout les problèmes. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Ils sont habitués à la version de vous qui dit toujours oui, qui a toujours du temps, qui fait toujours passer leurs besoins avant les vôtres. Alors quand vous commencez à hésiter, quand vous commencez à dire non, quand vous ne vous proposez tout simplement pas de résoudre le problème qui s'est présenté, la réaction est la confusion. Que t'est-il arrivé? Tu vas bien? Tu es différent. Et ce qu'elles veulent dire, sans savoir qu'elles le veulent dire, c'est « tu ne remplis plus le rôle que j'attendais de toi. Redeviens celui que tu étais. » Parce que les gens s'habituent à ton rôle. Et quand tu essaies d'être autre chose, ils ressentent une perte. Mais ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas toi. C'est le service que vous rendiez. Et voici la partie la plus cruelle. Vous vous sentez coupable, énormément coupable, parce que vous avez été conditionné à croire que vos besoins sont gênants, que fixer des limites est égoïste, que dire non est une trahison. Alors quand vous essayez enfin de vous donner la priorité, quand vous essayez enfin de protéger votre énergie, quand vous essayez enfin d'exister en dehors de ce rôle, une voix intérieure vous punit immédiatement. Et cette voix ressemble exactement à celle de vos parents. Pour qui te prends-tu pour refuser? Les gens ont besoin de toi et tu vas les abandonner? Tu es égoïste. Et le plus dévastateur, c'est que vous croyez cette voix. Parce qu'elle est là depuis si longtemps qu'elle semble être la vérité absolue sur qui vous êtes. Jung disait que le processus d'individuation implique nécessairement un conflit, parce que devenir soi-même signifie trahir la version de soi qui a été construite pour satisfaire les autres. Cela signifie décevoir les attentes qui ont toujours été placées en vous. Et pour la plupart des gens, c'est inconfortable. Pour les enfants de narcissiques, c'est terrifiant. Parce que décevoir les attentes, d'après votre expérience, n'entraînait pas un inconfort social temporaire. Cela entraînait un rejet émotionnel, une punition psychologique, une menace d'abandon. Votre système nerveux traite donc toute tentative d'individuation comme une menace existentielle. Et il déclenche toutes les alarmes pour vous forcer à revenir à un comportement sûr, même si ce comportement vous détruit. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, parce qu'il ne s'agit pas seulement de décevoir les autres, il s'agit de décevoir l'image que vous avez de vous-même. Vous avez construit toute votre identité sur le fait d'être la bonne personne, celle qui aide, celle qui comprend, qui ne juge jamais, qui est toujours disponible. Et lorsque vous commencez à fixer des limites, lorsque vous commencez à donner la priorité à vos besoins, lorsque vous commencez à reconnaître que tous les problèmes ne sont pas les vôtres, vous ne changez pas seulement votre comportement. Vous détruisez la seule identité que vous connaissez, et cela crée une crise profonde. Parce que si vous n'êtes pas la bonne personne, qui êtes-vous? Et la réponse n'apparaît pas immédiatement. Vous devez supporter le vide. Vous devez supporter de ne pas savoir. Vous devez supporter le sentiment d'être perdu en territoire totalement inconnu. Et c'est dans ce vide que réside quelque chose d'important. Parce que l'effondrement de la persona n'est pas un échec. C'est une opportunité. C'est la première fois de votre vie que vous avez une chance réelle de découvrir qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas en train de jouer un rôle.
lorsque vous n'êtes pas en train de prouver votre valeur, quand vous ne négociez pas votre existence. Mais cette opportunité se présente sous la forme d'une crise. Elle s'accompagne d'anxiété, de désorientation, de peur. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ressentent cela, essaient immédiatement de se construire une nouvelle persona, une nouvelle version fonctionnelle d'eux-mêmes, parce que le malaise lié au fait de ne pas avoir d'identité claire est intolérable. Mais si vous parvenez à supporter ce malaise, si vous parvenez à rester dans le vide sans essayer immédiatement de le remplir avec une nouvelle version éditée de vous-même, quelque chose de différent devient possible. Vous commencez à remarquer des choses, de petites choses. Un moment où vous avez ressenti une colère authentique et où vous ne l'avez pas immédiatement étouffée. Un moment où vous avez voulu quelque chose et où vous ne l'avez pas rejeté parce que c'était égoïste. Un moment où vous avez dit non et où le monde ne s'est pas écroulé. Ces moments sont des graines. Ils indiquent qu'il existe quelque chose de réel sous la programmation, quelque chose qui a été supprimé, mais pas éliminé. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Et l'ombre pour l'enfant de narcissique ne contient pas seulement les aspects mauvais qui ont été réprimés. Elle contient également les aspects vitaux, la colère saine qui vous protège, l'égoïsme nécessaire qui vous maintient en vie, la capacité d'être inconvenant sans avoir l'impression de mériter une punition. Tout cela a été jeté dans l'ombre parce que cela menaçait votre survie dans la maison narcissique. Mais maintenant, vous n'êtes plus dans cette maison. Et l'ombre demande à être reconnue. Elle demande à être intégrée. Elle vous demande d'arrêter de vivre comme si la moitié de vous-même était inacceptable. Et voici la dernière révélation de cette section. L'effondrement de la persona ne se produit pas parce que vous êtes faible. Il se produit parce que vous êtes enfin assez fort pour supporter la vérité que vous n'avez jamais été vue, la vérité que vous avez construite toute votre vie sur les besoins des autres, la vérité que vous méritez d'exister sans avoir à prouver constamment votre valeur. Ces vérités sont dévastatrices, mais elles sont aussi libératrices, car une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. Et cela change tout. Mais reconnaître ces vérités soulève une dernière question. Une question qui détermine si vous allez passer le reste de votre vie prisonnier des mêmes schémas ou si vous allez enfin commencer à construire quelque chose de réel. La question est simple, mais la réponse exige un courage que vous n'avez peut-être jamais eu besoin de mobiliser auparavant. Êtes-vous prêt à exister sans approbation? Êtes-vous prêt à décevoir les personnes qui se sont habituées à votre rôle? Êtes-vous prêt à être considéré comme égoïste, difficile, changé, pour enfin avoir la chance de découvrir qui vous êtes vraiment? Car si vous n'êtes pas prêt, rien ne changera. Vous reconstruirez une nouvelle version de votre persona. Vous trouverez une nouvelle façon d'être utile. Vous continuerez à négocier votre existence à travers votre rôle. Et vous passerez le reste de votre vie à vous demander pourquoi vous vous sentez si vide, si fatigué, si déconnecté de vous-même. Mais si vous êtes prêt, si vous pouvez supporter la terreur d'exister sans masque, sans rôle, sans approbation constante, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté auparavant devient possible. Et c'est de cette possibilité dont nous devons parler maintenant. Jung ne promettait pas que l'individuation serait confortable. Il promettait qu'elle serait nécessaire. Et pour les enfants de narcissiques, l'individuation n'est pas un luxe philosophique. C'est une question de survie psychologique. Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vivre selon les attentes des autres sans finir par disparaître complètement. Et le processus de retour à soi-même, de construction d'une identité qui n'est pas une réaction à l'enfance, qui n'est pas une performance pour obtenir l'approbation, qui n'est pas une négociation constante de l'existence, est le travail le plus important que vous aurez à accomplir. Mais c'est aussi le plus effrayant, car l'individuation exige que vous fassiez quelque chose que votre système nerveux interprète comme une trahison. Elle exige que vous cessiez de faire passer automatiquement les besoins des autres avant les vôtres. Elle exige que vous reconnaissiez que vous avez droit à des limites, à des préférences, à des choix qui ne servent personne d'autre que vous. Et lorsque vous commencez à le faire, les gens réagissent. Certains vous accuseront d'égoïsme, d'autres vous diront que vous avez changé, et ce n'est pas un compliment. Certains s'éloigneront tout simplement, car toute la relation était construite sur le fait que vous remplissiez une fonction spécifique, et vous n'êtes plus disponible pour cela. Et chacune de ces réactions déclenchera votre système d'alarme interne. Elle vous fera vous demander si vous faites une erreur, si vous êtes cruel, si vous devriez faire marche arrière. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être utile pour mériter votre place dans le monde. Vous n'avez pas besoin de justifier chaque choix, chaque limite, chaque moment où vous vous donnez la priorité.
Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de santé mentale. C'est le minimum que tout être humain devrait avoir. Mais pour vous, cela ressemble à de l'hérésie. Parce qu'on vous a enseigné le contraire. On vous a appris qu'exister est un privilège que l'on gagne par la performance. Et pour désapprendre cela, vous devez affronter la voix intériorisée de vos parents et leur dire, pour la première fois, vous avez tort. Et cette confrontation n'est pas un événement unique. C'est un processus. C'est quelque chose que vous devrez faire à plusieurs reprises, parce que cette voix ne disparaît pas facilement. Elle s'est installée au fil des années, à force de répétition, de punition, de conditionnement, et elle continuera à se manifester. Elle continuera à vous dire que vous ne méritez pas de vous reposer, que vous ne méritez pas de dire non, que vous ne méritez pas de donner la priorité à vos besoins. Mais chaque fois que vous reconnaissez que c'est sa voix, et non la vôtre, vous affaiblissez son pouvoir. Chaque fois que vous agissez contre ses ordres, vous créez une nouvelle référence interne. Et lentement, très lentement, une voix différente commence à apparaître. Une voix qui est véritablement la vôtre. Jung disait que le moi authentique n'est pas quelque chose que l'on construit à partir de zéro. C'est quelque chose que vous découvrez sous les couches de conditionnement. Et pour le découvrir, vous devez d'abord démanteler ces couches. Vous devez remettre en question chaque croyance sur qui vous êtes. Vous devez vous demander, est-ce vraiment moi ou est-ce quelque chose que j'ai intériorisé parce que c'était nécessaire pour survivre? Et la plupart des choses que vous croyez à propos de vous-même entreront dans la deuxième catégorie. Je suis naturellement serviable. Où ai-je appris qu'être serviable était la seule façon d'avoir de la valeur? Je n'aime pas les conflits. Où ai-je tellement peur du rejet que je préfère m'effacer? Je suis patient. Où ai-je été conditionné à réprimer ma colère parce qu'il était dangereux de l'exprimer? Ce processus qui consiste à séparer ce qui vous appartient vraiment de ce qui vous a été imposé est archéologique. Vous fouillez à travers des décennies de programmation. Et ce que vous trouvez en dessous n'est pas une personnalité parfaitement formée qui attend d'être libérée. C'est quelque chose de beaucoup plus brut, de plus confus. C'est un ensemble d'impulsions, de préférences, de réactions authentiques que vous avez passé toute votre vie à étouffer. Et au début, lorsque vous commencez à laisser de la place à ces choses, elles apparaissent de manière maladroite. Vous pouvez ressentir une colère disproportionnée pour des choses insignifiantes, car vous accédez enfin à des décennies de colère refoulée. Vous pouvez vous sentir égoïste lorsque vous imposez la moindre limite, car vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous pouvez vous sentir perdu, car vous ne savez pas comment être sans être dans un rôle. Et tout cela est normal. Tout cela fait partie du processus. Vous ne passerez pas du jour au lendemain d'une personne totalement programmée à une personne totalement authentique. Ce sera progressif. Ce sera inconfortable. Cela impliquera des erreurs, des reculs, des moments où vous reviendrez à vos anciens schémas parce qu'ils vous sont familiers et que l'inconnu est trop effrayant. Mais chaque fois que vous essayez, même si vous échouez, vous développez vos capacités. Vous créez de nouveaux réflexes. Vous apprenez à votre système nerveux qu'exister en dehors de votre rôle ne conduit pas à l'anéantissement. Et il y a un moment précis dans ce processus où quelque chose change. Vous ne pouvez pas identifier exactement quand cela s'est produit. Mais à un moment donné, vous réalisez que fixer une limite ne vous a pas fait ressentir une culpabilité écrasante. Que dire non n'a pas déclenché de crise d'angoisse. Que donner la priorité à vos besoins ne vous a pas fait vous sentir comme une personne horrible. Et ce moment est fragile, mais il est aussi révolutionnaire, parce que pour la première fois de votre vie, vous avez fait l'expérience de ce que c'est que d'exister sans négocier cette existence. Et maintenant que vous savez que c'est possible, vous ne pouvez plus revenir complètement à ce que vous étiez avant. Mais l'individuation ne consiste pas seulement à fixer des limites et à dire non. Il s'agit aussi de découvrir ce que vous voulez vraiment. Et c'est compliqué, parce que vous avez passé tellement de temps à réprimer vos désirs que vous ne savez même plus ce que vous voulez. Vous devez donc commencer petit. Ne vous demandez pas « Quel est le but de ma vie ?» Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui ?» Ne vous demandez pas « Quel est mon rêve ?» Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux faire dans les 30 prochaines minutes qui ne soient pas basées sur les besoins de quelqu'un d'autre ?» Ce sont de petites questions. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu le droit de vouloir, répondre à ces questions est un acte révolutionnaire. Et lorsque vous commencez à mettre cela en pratique, lorsque vous commencez à remarquer, à valider, à honorer vos propres désirs, même les plus petits, même ceux qui semblent insignifiants, vous reconstruisez quelque chose de fondamental. Vous reconstruisez la connexion avec votre propre centre, avec ce que Jung appelait le soi. Et le soi n'est pas grandiose, il n'est pas spirituel au sens performatif du terme.
C'est simplement l'endroit intérieur d'où vous pouvez répondre à la vie à partir de ce qui est réel en vous, et non à partir de ce qui a été programmé. Mais il y a une dernière étape dans ce processus, et cette étape est la plus difficile, parce qu'il ne suffit pas de reconnaître les schémas, il ne suffit pas de fixer des limites, il ne suffit pas de découvrir ce que vous voulez. Vous devez accepter le fait que votre enfance vous a volé quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Vous n'aurez pas d'enfance différente, vous n'aurez pas de parents qui vous ont vu grandir, vous n'aurez pas d'années formatrices où vous avez été aimé inconditionnellement, où vos besoins comptaient, où vous aviez le droit d'être un enfant. Cela a été perdu, et vous devez pleurer cette perte. Pas de manière dramatique, pas d'une manière qui vous maintienne prisonnier. Mais vous devez reconnaître, c'était injuste, cela n'aurait pas dû arriver, et j'ai le droit d'être triste à cause de cela. Car si vous ne le regrettez pas, vous restez prisonnier de la colère, ou du déni, ou d'une tentative éternelle de réparer ce qui ne peut être réparé. Mais lorsque vous vous autorisez enfin à faire votre deuil, lorsque vous reconnaissez que vous étiez un enfant qui avait besoin de choses qu'il n'a pas reçues et que cela a laissé des traces réelles, quelque chose se libère. L'obligation de prouver que vous avez surmonté cela, le besoin de prétendre que cela ne vous a pas affecté, la culpabilité d'être encore confronté à cela des décennies plus tard. Tout cela se dissout lorsque vous dites enfin « j'ai été blessé ». Et il n'y a rien de mal à le reconnaître. Et c'est à partir de cette reconnaissance, et non du déni, que vous pouvez enfin commencer à construire une vie qui vous appartient véritablement. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas exempte de difficultés, mais elle est la vôtre. Elle est basée sur qui vous êtes vraiment, et non sur qui vous deviez être pour survivre. Et cela, enfin, c'est la liberté. Alors laissez-moi vous poser une question. Si vous pouviez commencer à vivre à partir de ce qui est réel en vous, au lieu de continuer à remplir une fonction qui vous a été imposée il y a des décennies, qu'est-ce qui changerait en premier? Pas le changement dramatique, le petit changement. Celui dont votre corps sait déjà qu'il doit se produire, mais que vous avez évité parce qu'il vous semble être une trahison. Réfléchissez-y. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.